ce qui a été dit. On vous remercie déjà d'assister à notre présentation. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de l'EduScrum et plutôt une de ses applications dans le cadre d'une école avec l'objectif de créer une plateforme pédagogique innovante en utilisant notamment des concepts de l'agilité à l'échelle. Hop. Donc on va commencer par se présenter. Moi je m'appelle François Cornet, j'ai 33 ans, je suis ingénieur en développement logiciel et plutôt coordinateur d'une équipe de développement logiciel chez Ariane Group, donc dans le spatial. Et en parallèle de ça, je fais également des formations dans l'informatique, donc plutôt sur la méthodologie de projet ou encore les langages de programmation. Avec à l'appui de nombreuses certifications, notamment en Agile, Product Owner, Scrum Master, Coach Agile, et en parallèle de DevOps. Et je vais également laisser la main à mon camarade qui va se présenter. Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Célian Pigez et je suis un étudiant à la Coding Factory, donc actuellement en 3e année, et je suis en alternance chez Neuronis. Ok, alors, la première chose dont on va parler, c'est dans quelle école on a essayé de mener ce projet. La Coding Factory, c'est quoi? C'est une école de l'enseignement supérieur, donc qui fait partie de la Chambre de commerce, donc elle apprend finalement à des étudiants de niveau L1 à Master, donc tout un parcours basé essentiellement sur l'EduScrum. Alors l'EduScrum, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne connaissent pas, ça a été mis en place par Willy Wijnands, et donc c'est utilisé dans beaucoup d'écoles du nord de l'Europe. En France, malheureusement, il y a très peu d'écoles qui l'utilisent. Il y a notamment l'Université de Laval et la Coding Factory. Donc la Coding Factory, c'est une école de l'ECIT, donc, qui est une autre école plus généraliste sur l'informatique. Et donc la Coding Factory a pour objectif de former les étudiants, les apprentis, en utilisant cette méthode EduScrum qui se base sur l'agile et plus particulièrement le Scrum. Donc une des plus-values notamment de l'EduScrum, c'est aussi d'apporter la dimension de ce qu'on appelle le DOF, le Day of Fun. Donc c'est la définition du fun pour permettre aux étudiants justement d'apprendre tout en ayant un côté ludique et une dimension un peu plus sympa à l'apprentissage. Donc je vais laisser Célian vous présenter finalement ce qu'ils apprennent dans cette école, notamment sur les parcours qui vont nous concerner aujourd'hui, les niveaux L1 et L2. Alors, le projet dont on va parler s'est déroulé durant ma 2e année, donc je vais vous présenter les matières qu'on a appris en L1 et L2. Donc tout d'abord en première année, on peut voir, donc on apprend à devenir développeur web et mobile. En première année, on peut voir beaucoup de langages assez connus comme Java, PHP, Python, et on peut aussi voir l'agile testing. Donc on apprend vraiment les bases de la programmation et aussi l'utilisation de l'agile et de l'EduScrum, donc au sein de nos semaines de cours. Ensuite, en 2e année, on peut voir que le nombre de cours est un peu réduit car la priorité est donnée sur l'entreprise. Donc on a un rythme d'alternance un peu plus élevé pour mieux apprendre en entreprise, tout en gardant des cours, évidemment. Et cette fois, on apprend plus des choses un peu plus avancées, comme des frameworks. On peut aussi voir du Java avancé. Et on continue aussi d'apprendre l'agile. Et il y a eu accessoirement le projet dont on va vous parler, qui s'est déroulé tout au long de l'année. Alors, comment est né ce projet? On est parti d'un concept assez simple, c'est que l'école a 2 sites sur lesquels évoluent les étudiants. Le premier à Cergy-Pontoise et le deuxième à Montparnasse. Et en fait, depuis 2017, depuis que l'école a été créée, je me suis rendu compte que finalement les étudiants avaient finalement assez peu d'interaction entre les 2 sites. Et donc ça a été ma première réflexion. Pour moi, il était important que finalement des jeunes de la même structure finalement aient l'occasion finalement d'échanger et de travailler sur des projets communs. Et la deuxième chose, c'est que, étant donné que l'école a pour fondement de travailler en mode EduScrum, donc chaque semaine, les jeunes évoluent avec l'EduScrum au quotidien, c'est vraiment la base de leur enseignement.
on s'est rendu compte que finalement, ils avaient des explications théoriques sur ce que c'était l'agilité à l'échelle, mais pas réellement la possibilité de pratiquer grandeur nature l'agilité à l'échelle. Donc pour ça, on a imaginé ce projet. Et la première chose d'un projet, ça part d'une idée. Une idée de projet, et donc encore une fois, dans le développement informatique, les développeurs ont l'occasion d'utiliser un certain nombre d'outils qui peut être relativement important. Ça peut passer par des outils comme Jira, Tulip, Trello, ou encore des outils comme Miro. Et donc, à la suite de cette réflexion, on s'est rendu compte que nos étudiants, pour évoluer dans leur projet au quotidien, avaient besoin justement de se connecter à plein d'outils différents et qu'ils n'avaient pas accès à finalement une plateforme qui représentait vraiment les besoins de leur étude. Donc on est aussi parti du constat que pour le bon fonctionnement d'une école, il y avait 3 acteurs majeurs, à savoir les étudiants, qui restent l'élément essentiel d'une école. Et ensuite, on a la relation avec les intervenants, qu'on appelle chez nous des product owners, et également toute la partie pédagogie, qui va venir justement encadrer et gérer au quotidien les formations. Donc on voulait vraiment construire au cours de ce projet une plateforme qui réponde aux besoins des étudiants, des PO et de la pédagogie par les étudiants. Donc vraiment un outil créé par les étudiants parce qu'il n'y a qu'eux qui peuvent réellement produire quelque chose qui leur correspond et qui répond à leurs besoins au quotidien. Donc ensuite il a fallu se baser sur une méthodologie et pour ce faire on est parti... On s'est basé sur le LESS, donc on a repris beaucoup de concepts du LESS pour mener à bien ce projet. Alors comment ça s'est passé concrètement? On a expliqué qu'il y avait 2 sites, donc le site de Montparnasse et de Cergy. Donc ça représentait pour cette promo-là environ 43 étudiants. Donc on a divisé les 43 étudiants en 2 groupes de 21 et 22, qu'on a ensuite divisé à nouveau en 7 équipes Scrum. 7 équipes Scrum qui répondraient chacun à 8 backlogs. Enfin, chaque équipe aura son propre backlog, mais finalement, pour construire le produit dans son intégralité, il aurait fallu répondre à 8 backlogs produits. Donc finalement, vous allez me dire, mais pourquoi on a fait une première subdivision de 21 et 22 étudiants? Tout simplement parce qu'on a voulu apporter un côté innovation. Donc finalement, le premier groupe de 21 allait travailler sur la plateforme numéro 1, avec l'objectif dont on a parlé tout à l'heure. Et la deuxième plateforme allait être mise en concurrence directe avec la première équipe afin de déterminer qui arriverait le plus à innover par rapport au backlog qui correspond finalement aux besoins minimaux qui étaient attendus d'un point de vue pédagogique et certifiant. Donc, par rapport à ça, est venue la phase de projet, où finalement les équipes Scrum ont chacune d'elles dû faire preuve de beaucoup de communication, d'organisation et d'esprit d'équipe, parce que travailler sur des projets de grande taille, c'est pas à la portée de tout le monde. Même en entreprise, on peut voir que ça peut être compliqué de faire de l'agilité à l'échelle, d'arriver à avoir toutes les équipes qui arrivent à se synchroniser correctement. Donc ça a été un vrai défi. Donc chaque équipe Scrum disposait de son Scrum Master, qui organisait des daily chaque jour. Et chacun de ces Scrum Masters devait également organiser des daily un peu plus globales avec les autres équipes, justement pour bien se synchroniser et faire en sorte que chaque feature backlog, chaque feature puisse s'intégrer au produit commun. Donc à partir de là, beaucoup de travail. En termes d'organisation, les étudiants ont eu la possibilité d'avoir 3 semaines dédiées réparties sur l'année, parce que c'est un projet d'année. Et entre ces 3 semaines, forcément, il y avait beaucoup de travail en dehors de ces 3 semaines, qui étaient là plus sur le temps personnel pour aboutir aux objectifs et essayer de faire mieux que la plateforme concurrente. Tout ça pour arriver à un seul produit. Alors, un produit de cette envergure a évidemment des contraintes, et il y en a eu 3 particulièrement. Donc le premier, c'est le mode versus, dont vient de nous parler François. Le fait que les 2 équipes soient en concurrence rajoutait beaucoup de travail sur l'envie de faire mieux que l'autre équipe et l'envie de réussir quelque chose de plus abouti ou de plus poussé. Ensuite, il y a eu les équipes imposées. Donc les 2 équipes de 21 étaient mélangées entre Paris et Cergy,
Et n'ayant pas eu beaucoup d'occasions de travailler ensemble avant, on ne connaissait pas forcément les personnes avec qui on travaillait dans nos équipes. Donc ça ramenait déjà aussi un nouvel enjeu où il fallait apprendre d'abord à travailler avec ces personnes avant d'être à l'aise et de pouvoir avancer. Et enfin, les objectifs minimaux. Donc les objectifs minimaux étaient déjà assez... il y en avait déjà un bon nombre, en fait, un bon nombre de features qu'il fallait faire. Et avec le mode versus, ça en a rajouté énormément, donc ce qui nous a donné une très grande charge de travail qu'on a dû réussir à organiser le mieux possible. Donc je vais vous présenter rapidement les technologies qu'on a utilisées. Alors là, je vais parler de mon groupe, le premier groupe. Donc on a choisi du React.js en framework front-end, ensuite du Express pour le back-end, et en base de données, on a choisi d'utiliser Firebase. Et donc ce projet, on peut le résumer en 3 choses. Donc c'est un projet à grande échelle. On a toujours été habitué pendant notre première et deuxième année à travailler en groupe de 3 à 4 élèves, jamais plus. Et on est d'un coup passé en groupe de 20 élèves à devoir se coordonner et à travailler ensemble. Donc ça changeait beaucoup et c'était un exercice très intéressant. Ensuite, il y a le projet ambitieux. Donc, la partie de base était déjà ambitieuse, mais le fait de vouloir rajouter plus de travail, de features et le fait qu'on ait les 2 plateformes en concurrence nous a on a encore donné plus. Enfin, les technologies, pour notre groupe en tout cas, les technologies qu'on a choisies, on ne les maîtrisait pas tous. On les a choisies pour leur efficacité et en sachant qu'avec ces technologies-là, on pourrait rendre quelque chose de bien, mais on ne les connaissait pas encore. Donc on a dû aussi apprendre sur le tas en travaillant. Donc là, comme on l'a vu, il y avait des objectifs minimaux et les objectifs minimaux ont été répartis en 8 backlogs. Un backlog avec des features communes. Et donc là, on peut voir ici l'exemple d'un des backlogs. Donc chaque backlog comprenait environ 7 à 8 stories en fonction de la difficulté de ces stories. Et on a repris le concept finalement de beaucoup d'entreprises qui travaillent en mode agile en utilisant finalement l'organisation en tant que je veux que afin d'eux avec des critères d'acceptance qui permettraient de valider les features à minima, afin que finalement les étudiants aient pleine conscience de ce qui était réellement attendu pour réussir à vraiment passer leur story en done. Donc là, je ne sais pas si tout le monde voit bien sur l'écran avec la luminosité. C'est bon, vous arrivez à lire. Donc je vais passer rapidement, mais finalement donc chaque story était constituée de la même manière et donc chaque groupe avait aussi pour objectif de s'assurer finalement de bien comprendre les stories qui étaient expliquées finalement dans les backlogs et le cas échéant d'interagir avec le product owner pour s'assurer que tout était bien clair et éventuellement d'apporter des précisions si nécessaire. Alors, pour vous aider à un peu mieux appréhender les enjeux du projet, je vais vous présenter une semaine typique de cours à la Coding Factory. Alors tout d'abord, on va avoir le lundi et mardi qui sont une suite d'apprentissage et d'exercices, donc soit sur un nouveau langage ou un nouveau framework, comme on a pu le voir un peu avant. À la fin de ces cours et ces exercices, le PO, donc on appelle nos profs Product Owner, va nous donner notre backlog. Donc on va avoir un projet à faire entre le mercredi et le vendredi. Et donc il va nous donner le backlog du travail à faire et on va commencer à travailler dessus en groupe, donc de 3 à 4. Le jeudi, le PO n'est pas présent, donc c'est un jour en autonomie où, entre groupes, on va devoir apprendre à se débrouiller, à gérer nos erreurs seuls et les petits problèmes qu'on peut avoir. Et enfin, pour le vendredi, on va présenter notre projet devant le PO et le reste de la classe, puis on va avoir une rétrospective où on va pouvoir discuter de ce qui était bien, de ce qui n'était pas bien dans la semaine, que ce soit pour le PO comme pour les étudiants. Donc on va passer rapidement sur les différents objectifs des backlogs. On va essayer de vous faire un aperçu un peu plus concret dans la slide suivante. Donc parmi les grandes features qui étaient attendues, donc, il y avait un groupe qui devait se concentrer sur la mise en place d'un outil, ou plutôt d'un ensemble d'outils qui leur permettrait de construire finalement leur dossier d'analyse agile. Donc qu'est-ce qu'on retrouve dans un dossier d'analyse agile qui est souvent demandé aux étudiants pour les projets de plus grande envergure? Ça va être de construire des empathy maps, des impact mapping, des elevator pitch,
mais également des personas. Donc ensuite, on a toute une partie qui est liée à l'inventaire. Donc là, on revient un petit peu plus sur le côté pédagogie, besoin pédagogique. La Coding Factory a la chance de disposer de matériel de qualité. Et donc, c'est souvent une problématique dans certaines écoles de finalement ne pas avoir une gestion simple des prêts de matériel. Le retour, ça peut rapidement être compliqué et générer beaucoup de frais. Donc, l'un des objectifs de Backlog était justement de trouver une solution, de proposer une solution pour faciliter finalement cette gestion. Donc, notamment avec la gestion de chaque matériel associé à des QR codes qui pourraient être imprimés permettant d'identifier de manière unique le matériel et qui permettraient directement de faire des demandes de prêt ou d'indiquer que le matériel par la pédagogie a été rendu. Il y a aussi une vision qui a été intégrée sur le fait de pouvoir proposer, donc quand on est intervenant extérieur ou déjà membre de la pédagogie, de pouvoir proposer des idées d'achat dans le futur pour, encore une fois, améliorer les cours en place. Ensuite, on va retrouver donc une autre équipe qui a dû se concentrer sur l'EduScrum. Donc l'EduScrum, finalement, là, c'est la gestion des projets au quotidien pour les étudiants, comme le fait d'avoir un équivalent, des outils comme on pourrait le voir sur Trello ou Tulip, mais vraiment qui prennent en compte la dimension EduScrum, donc par exemple avec l'intégration du DOF. Ensuite, on a la partie gestion des cours à proprement parler. Donc là, on passe vraiment sur la partie interaction entre les étudiants et le product owner, l'intervenant, où l'objectif principal est de donner une vision complète sur le contenu du cours, mais également ce que les étudiants vont voir. Et à partir de ce cours qui est central, donc il va y avoir une notion de planning aussi, on va évidemment lier ce cours à une gestion d'appel qui sera dans un autre backlog ou encore la constitution des groupes et la liaison avec finalement les boards et du Scrum. Tout ça afin de permettre finalement à l'intervenant d'avoir une vision directe quand il arrive sur son cours sur l'avant. Tu veux le mien ? Il marche. Merci. Donc le backlog suivant, correspond à finalement toutes les fonctionnalités communes. Donc là, c'est le backlog qui n'appartient pas réellement à une équipe, mais dont toutes les équipes sont responsables. Pourquoi ? Parce que sans ce backlog avec les features communes, le produit ne pourrait pas être cohérent dans son ensemble. Donc on va parler notamment de story liées à l'établissement des bases de données, donc la gestion des utilisateurs, de l'authentification, etc. Pour que chaque feature team se base non seulement sur les mêmes langages, mais aussi sur la même structure derrière, afin d'avoir un produit qui va fonctionner de bout en bout. On peut retrouver aussi une équipe qui aura travaillé sur la partie blog, construction des JPO. Donc là, c'est pour aider finalement toute la partie pédagogie, justement, à construire les journées portes ouvertes. Donc en associant des étudiants qui vont venir contribuer au succès de ces journées portes ouvertes, mais également aux projets qui vont être utilisés, des projets directement issus du fruit du travail des étudiants. Ces mêmes journées portes ouvertes pourraient également être liées à des tutos. Donc on a repris un petit peu le concept de ce qui se fait chez Google, notamment avec leur outil CodeLab, où les étudiants ou les intervenants vont pouvoir aussi proposer sur la plateforme des tutos en mode pas à pas, donc guidés, pour justement qu'il y ait aussi un travail de rédaction sur la durée de la part des étudiants et des PO pour toujours améliorer l'apprentissage dans l'école. Et la dernière partie, c'est évidemment la gestion de l'appel. On est dans un cadre où finalement être apprenti implique beaucoup de choses, notamment sur le temps de présence. Donc ça nous paraissait essentiel. Et si on regarde un petit peu l'ensemble de ces backlogs, on peut voir que finalement ils sont tous un peu liés
ces backlogs entre eux. Donc d'où l'importance, encore une fois, pour chaque équipe Scrum, et encore plus pour chaque Scrum Master, de s'assurer finalement de l'avancée des autres équipes, et en tout cas de la bonne prise en compte des problèmes que remontaient ces équipes. Donc là, je vais laisser parler Célian d'une petite vidéo où vous allez voir finalement une partie des réalisations, une toute petite partie des réalisations qui ont été faites durant ce projet, et notamment avec l'authentification. Alors, pour l'authentification, c'est assez rapide, mais c'était une feature quand même assez importante où il y a une vérification de l'adresse mail. Donc, seule une personne appartenant à la Coding Factory avec un email de l'école pourrait s'inscrire. Pour ce qui est des PO, c'est une autre gestion qu'on n'a pas pu montrer, mais où quelqu'un de la pédago va devoir lui envoyer un mail d'invitation. Comme ça, il pourra rejoindre peu importe son mail, car tous les PO, certains sont juste des intervenants extérieurs et n'ont pas forcément un mail de l'école. Ensuite, on peut voir la création de cours actuellement. Donc cette fois-ci, c'est pour les intervenants, les profs qui vont venir donner des cours. Ils pourront plus facilement créer leurs cours, ce sera plus aux pédagogues de le faire. Et ils pourront donc directement mettre en lien dans leurs cours des PDF, que ce soit du backlog ou des exercices ou du cours, que les élèves puissent aller les récupérer directement sur le site. Actuellement, sans cette idée-là, généralement on se l'envoie soit par mail, soit sur d'autres plateformes, et ça rajoute un peu de temps de mise en place pour chaque cours. On peut aussi, en partant d'un cours, lancer l'appel, que ce soit un appel pour le matin ou pour l'après-midi, et accéder, il me semble, au board et du Scrum, accessoirement. Donc pour voir directement, chaque équipe aura son board associé, et pour y accéder via le cours. Donc là, on est en train de présenter en fait le plot des fichiers, donc on puisse mettre les cours et les exercices en ligne. Et voilà. Donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'encore une fois, ce backlog court, c'est vraiment l'élément central finalement de la vie étudiante, où chaque lundi matin, ils vont venir récupérer les informations, accéder à l'appel à partir du cours, et éventuellement consulter les groupes dans lesquels ils ont été associés. Groupes, encore une fois, où on encourage les étudiants à travailler avec des personnes dont ils n'ont pas l'habitude de travailler. Parce qu'encore une fois, tout le monde sait bien qu'en entreprise, on ne choisit pas forcément ses collègues. Des fois, on aimerait, mais malheureusement, ce n'est pas possible. Donc on essaie vraiment de leur inculquer cette manière de travailler. On essaye d'éviter le travail par affinité. Donc justement, en parlant des groupes, là, c'est l'outil de génération de groupes. Donc on peut voir le nom des étudiants qu'on peut déplacer dans les groupes. Et il y a deux méthodes. Donc soit le prof va pouvoir choisir quels élèves se met avec quel élève, soit il va pouvoir générer aléatoirement les groupes en choisissant la taille des groupes et le nombre de groupes qu'il veut en fonction des élèves. Et on va passer à l'Edu Scrum. Donc le board Edu Scrum. Alors cette fois-ci, c'était un peu plus complexe qu'un board simple parce qu'on a voulu rajouter la notion de sprint et de release dedans, parce que certains projets, donc, comme celui-là, durent plus d'une semaine, donc parfois peuvent durer 2, 3, 4 semaines, voire certains plus. Et donc dans ces cas-là, on a voulu les gérer en sprint et en release, donc chaque semaine correspond à un sprint, et chaque bloc de 4 semaines va correspondre à une release. Ensuite, chaque sprint aura un board, comme celui qu'on peut voir actuellement, avec les stories, toutes les choses d'un board et du Scrum, dont la DOD et DOF. Et à chaque fin de sprint, toutes les cards, toutes les stories qui n'ont pas été terminées dans un board seront passées au sprint suivant pour que les élèves n'aient rien à faire de ce côté-là et puissent directement continuer de travailler. Et enfin, il y a la mise en avant des projets. La mise en avant des projets, c'est lors de la fin d'une semaine, vu qu'on a chaque semaine un projet à faire, on peut parfois vouloir le mettre en avant, le montrer aux autres étudiants. Et donc, on va pouvoir créer un petit article pour présenter notre projet. Ensuite, chaque personne sur le site, que ce soit les PO ou les étudiants, pourront voter pour un projet afin de le mettre en avant, ce qui est très pratique pour les nouveaux étudiants qui arrivent afin qu'ils puissent regarder les projets existants, ou encore pour la pédago afin de choisir des projets à présenter lors des journées portes ouvertes. Et je vais laisser François présenter l'analyse agile. Alors sur la partie analyse agile, donc là on est parti sur la deuxième plateforme qui a pris finalement un autre parti pris. Ils se sont basés sur l'outil que tout le monde, je pense, connaît, qui est assez répandu dans l'agile, qui est Miro. Donc ils ont fait le choix en fait à partir de librairies libres, open source, de reconstruire finalement cet outil Miro. Pour justement être une proposition à l'analyse agile, au dossier d'analyse agile. Donc ils ont essayé d'améliorer encore le système. Pourquoi ? Parce que finalement, pour construire un persona,
Donc ils sont partis sur des wizards qui vont guider finalement les étudiants pour les aider à construire les personnages en leur posant les bonnes questions finalement afin que tous les éléments essentiels d'un persona soient présents à la fin sur la carte. Donc là on a je ne sais plus où on est arrivé sur la vidéo, je ne vois pas. Mais toujours est-il que la carte qui sera générée sera le résultat de ce wizard, comme on pourrait le retrouver dans plein d'outils spécifiques sur les personas. En parallèle de ça, donc, ils ont aussi proposé des modèles spécifiques pour remplir, pour compléter les empathy maps, les elevator pitch. Et également de pouvoir avoir une gestion libre de réflexion de projet, un peu comme du Mind Project, où on va pouvoir créer des cards, les associer à d'autres cards, etc. Donc là en plus, il y a eu un vrai travail sur toute la partie mathématique, parce qu'en fait, on se rend compte que gérer les déplacements sur ce genre de grille, ça peut rapidement devenir compliqué tout en gardant les liens. Donc il y a vraiment eu un gros travail de fait là-dessus. Et là, ce qu'on peut voir aussi, c'est leur proposition pour la rétrospective, où on va rentrer dans une phase minutée. On a pu voir 2 visions étudiants connectés en simultané sur le site, où chacun voit les créations de post-it de l'autre. Donc là, ils ont utilisé des WebSockets pour vraiment que ça devienne un travail collaboratif et sensé sur la durée de la rétrospective. Donc, l'un des principaux objectifs de cet outil de rétrospective, c'est aussi de donner de la visibilité à la pédagogie, de garder finalement des traces de ce qui s'est passé les semaines de cours précédentes, justement pour prendre en compte les actions et s'assurer finalement qu'il y ait vraiment une amélioration continue tout au long des semaines d'apprentissage. Voilà, donc maintenant on va faire un exercice qu'on n'a pas encore fait avec Célian. Donc bien sûr, ils ont eu une soutenance, mais on n'a encore pas réellement fait de retour d'expérience d'un point de vue intervenant étudiant. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va se poser des questions finalement sur ce qui nous a le plus préoccupé ou le plus intrigué pendant la réalisation de ce projet. Donc Célian, moi la première chose que je voudrais te demander, c'est au vu de la charge de travail qui était annoncée, au fait que finalement vous n'aviez jamais fait ce style de projet sur un groupe qui était assez conséquent, parce que vous étiez 21, est-ce que tu pensais pouvoir réussir à finir tous les objectifs au début d'année, en fait, quand vous avez commencé le projet? Alors oui et non, parce qu'au début d'année, quand on s'est lancé sur le projet, les objectifs étaient tous décrits dans le backlog et nous semblaient relativement atteignables. Sauf qu'au fur et à mesure, on s'est rendu compte que certains étaient parfois un peu obsolètes par rapport à ce qu'on voulait fournir pour l'école ou par rapport à ce que proposait l'autre groupe. Et donc au fur et à mesure, comme j'ai pu en parler tout à l'heure, le nombre de features et la quantité de travail a augmenté très très rapidement. Certains backlogs qui auraient dû prendre une semaine ont fini par prendre plusieurs mois. Facilement. Donc je pense qu'au début, je ne me serais pas attendu à ce qu'on soit allé aussi loin. Et je suis très très content du résultat. Voilà. Et tout à l'heure, tu parlais des technos que vous avez étudiés finalement sur l'année de L1 et L2. Les technos que tu as présentés pour votre plateforme, finalement, ça ne fait pas partie des technos, ou en tout cas pas toutes, dans cette liste-là. Donc pourquoi vous êtes mis dans cette difficulté supplémentaire de partir sur des technos que vous n'aviez pas encore découverts à l'école notamment? Alors il y a deux camps, je dirais, en tout cas dans notre groupe. Il y en a une partie qui, pour le React en tout cas, avait commencé à l'apprendre en entreprise. Et du coup, voulait continuer cette technologie en sachant qu'elle était très pratique. L'autre partie dont je fais partie et 2-3 autres personnes avec qui on a travaillé ne connaissions pas du tout, ou vraiment très rapidement, mais on connaît de nom ce langage qui est très utilisé et très populaire. Et on s'est dit que c'était une très très bonne motivation pour apprendre ce langage, car on n'aurait pas le choix que de l'apprendre une fois lancé dans le projet. On ne pourrait pas tout recommencer à zéro au bout de 2 semaines, il y aurait déjà trop de choses de faites. Donc on s'est dit qu'il fallait se lancer et apprendre comme ça, et ça a plutôt bien marché. Maintenant on maîtrise plutôt bien ces technologies. Mais est-ce que pour ceux qui
ne connaissaient pas du tout et n'avaient pas forcément une envie débordante d'apprendre encore une nouvelle technologie. Est-ce que ça n'a pas été une vraie difficulté, en tout cas à partir de la décision, finalement, de faire comprendre aux autres que vous alliez éventuellement les accompagner, en tout cas ceux qui avaient déjà des connaissances? Globalement, pas trop. Enfin, en tout cas, dans notre groupe, on n'a pas eu trop de personnes qui étaient réticentes à cette technologie. Voire même aucune. Évidemment, il y en a beaucoup qui ne connaissaient vraiment très peu de choses ou vraiment pas du tout. Et donc, on a dû prendre un peu de temps et désigner certaines personnes qui s'y connaissaient pour faire des sortes de tutos ou des mini-cours pour apprendre les bases et les choses les plus importantes. Pareil pour ce qui est des... Donc, comme François a pu parler tout à l'heure, pour la rétrospective des WebSockets, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas du tout. Et c'est ce qui permet de travailler avec une base de données en temps réel, donc d'avoir des données qui sont beaucoup plus réactives. Donc par exemple sur un board, d'être plusieurs à pouvoir bouger les cartes et de voir les autres cartes bouger quand quelqu'un le fait. Et donc pareil, on n'avait jamais appris, mais c'était important parce qu'il y a beaucoup de features qui reposaient sur ça. Donc ceux qui connaissaient un peu, qu'on avait entendu parler au travail ou quelque part, se portaient volontaires pour l'apprendre un peu aux autres. Et au fur et à mesure, on a réussi à construire quelque chose comme ça, où on a tous réussi à atteindre un certain niveau. Voilà. J'avais une question pour toi. Je voulais savoir ce que tu penses des deux projets, de l'organisation, et qu'est-ce qui t'a un peu le plus marqué finalement de tout ça? Alors, concernant les deux projets, je suis effectivement très satisfait parce que du coup, c'est une discipline que vous n'aviez pas encore exploitée et finalement vous en êtes très bien sorti de manière auto-organisée. Donc ça, c'était une grande satisfaction. Après, sur ce qui m'a le plus marqué, je dirais, c'est votre capacité finalement à vous auto-organiser, notamment sur le choix des technos et même sur justement l'accompagnement de chacune des équipes, dans le sens où vous êtes tous rapidement, finalement, chaque plateforme a monté son Discord avec des channels dédiés, notamment sur la recherche de conventions de nommage. Enfin, en tout cas, vous essayez vraiment de respecter, vous avez vraiment essayé de respecter les règles d'écriture en vigueur dans chacun des langages que vous avez utilisés. Vous avez tout de suite monté aussi naturellement des chaînes de CICD, sachant que ces notions, vous ne les aviez pas vues non plus encore à l'école, vu que c'est en L3 que vous commencez à faire du DevOps. Ouais, j'ai vraiment été surpris de ça, en fait, de la manière dont vous avez vraiment eu cette auto-organisation. Et c'est ça qui m'a le plus marqué, je dirais, même au-delà du résultat. C'est votre capacité à vous organiser de manière professionnelle. J'avais une autre question. C'était pour savoir ce que tu penses des échanges que tu as pu avoir avec les différents groupes tout au long de ce projet. Là, effectivement, c'était aussi très intéressant parce que sur des projets que vous avez en temps normal, des projets d'une semaine, effectivement, quand on vous donne des backlogs qui sont censés représenter le travail de 3 ou 4 grosses journées avec quand même de la charge de travail, évidemment, vous avez des demandes de compléments d'information, ce qui est logique et attendu aussi par le Scrum, étant donné qu'on essaie vraiment de satisfaire le besoin du client. Mais là, ce que j'ai vraiment trouvé intéressant, c'est que finalement, la difficulté et la grosseur du projet, en fait, je me suis vu régulièrement certains soirs en call direct avec pas mal d'étudiants, justement, qui essaient de se poser des questions sur comment les backlogs avaient été construits, si on ne pouvait pas aller plus loin, justement, et de confronter leur vision et leurs propositions avec ce que moi j'en pensais par rapport au backlog d'origine et aux besoins d'origine. Ça s'est souvent transformé en des sessions de 1 heure, 2 heures, 3 heures d'échanges comme ça, et j'ai trouvé que au-delà de l'expérience projet, ça a été vraiment intéressant finalement cet échange, parce que du coup, autant moi ça m'a fait grandir en confrontant mes idées aux vôtres, et je pense que ça vous a aussi aidé à grandir dans le sens où c'est aussi ça l'agile, c'est de comprendre les besoins réels du client et de challenger aussi ses idées en proposant des nouvelles choses. Donc là-dessus, j'ai vraiment apprécié les échanges hors
période fixe sur le sujet. Très bien. D'autres questions ou... Non, je pense qu'on va pouvoir, passer à la suite. Alors, on n'en a pas encore parlé, mais le fait que les équipes soient en compétition, il y avait une finalité, c'était qu'à la fin du projet, on devait le présenter donc, devant François, ainsi que d'autres étudiants de l'école et certaines personnes, d'autres profs, des personnes de la pédago. Et à la fin de cette présentation de chacun des deux groupes, il y a eu un vote donc sur chacun des projets. Et le projet ayant récolté pour le plus de votes avait pour but d'être mis en place pour l'école et qu'à partir de cette année, on utilise ce projet-là. Alors, donc il y a un des deux projets qui a gagné, donc c'était celui dans lequel j'étais, et après en avoir parlé avec François, on s'est dit que la mise en place du projet tel qu'il était n'était pas réellement faisable, il manquait 2-3 choses, sur la fin on avait dû accélérer un peu, donc certaines choses n'étaient pas au point, et on s'est demandé si on n'aurait pas pu trouver d'autres personnes motivées à retravailler dessus pour en faire une version viable qu'on pourrait utiliser. Et donc j'ai trouvé deux autres personnes, deux autres étudiants, qui étaient dans mon groupe, qui étaient motivés à continuer. Donc on a repris le projet à 3, en gardant toute la base, mais en remodifiant surtout beaucoup de design et 2-3 features qui étaient un peu restées derrière. Et donc je vais vous présenter rapidement le nouveau design qu'on a pu choisir. Donc tout d'abord, là, c'est quand je vous parlais des boards un peu avant, avec la gestion des sprints et des releases, on peut voir cette page qui va permettre de gérer les différents boards qu'on peut avoir. Donc tout en haut, on va avoir deux systèmes de tabulation, avec d'abord les releases. Donc pour chaque release, on va avoir une liste de sprints. Et ensuite, pour chaque sprint, on va avoir un board associé avec le petit rond, ça correspond à l'avancement, savoir à quel point le board est avancé par rapport à la charge de travail qu'il y a à faire. Et à côté, on a la participation. Quand un élève va s'assigner à une tâche, sa participation va augmenter d'un point. Donc ça permet aussi pour les profs qui vont venir voir les boards d'avoir l'avancement direct, donc de savoir, bon, bah, ce board, telle personne a travaillé autant, ils en sont à 80% du travail, là où ce board est un peu plus léger, donc pour savoir directement à qui aller parler ou quel groupe est un peu en retard. Ensuite, c'est une présentation juste du board rapidement, d'un design un peu plus épuré que ce qu'on avait avant, pour que ce soit un peu plus clair. Et donc on va avoir la liste des cours. Pareil, donc les fonctionnalités restent les mêmes, mais on a revu un peu le design pour que ce soit un peu plus accessible, qu'on puisse les trier par année pour retourner voir les cours précédents et récupérer les anciens cours si ça nous intéresse. Et d'ici, donc on peut toujours lancer l'appel, voir les groupes auxquels on appartient et voir les contenus du cours. Et enfin, c'est le calendrier. En pouvant créer des JPO, des tutos ou des événements, ils seront aussi automatiquement ajoutés dans le calendrier quand on va vouloir les rejoindre, ce qui permet d'avoir un calendrier qui note à la fois les cours et tous les événements qu'on peut avoir par rapport à la vie de l'école, ce qu'on n'avait pas à ce jour et ce qu'on n'a toujours pas tant que le projet n'est pas prêt. Et donc voilà, c'est un peu plus intéressant. Voilà, donc on va vous laisser nous poser des questions. On vous remercie pour votre attention. C'est toujours très bien de pouvoir communiquer sur ce genre de sujet. Donc vraiment merci. On reste à votre écoute pour toutes les questions que vous pouvez vous poser. Merci. N'hésitez pas à donner votre feedback à François et Célian en scannant le QR code. Merci pour le partage, très intéressant. Alors, pourquoi pas de PO le jeudi ? Pourquoi pas de PO le jeudi ? Alors, et est-ce que ça a été difficile ? Parce que dans l'agilité, on a besoin d'échanger au quotidien souvent. Oui. Alors, le PO, effectivement, n'est pas présent sur site le jeudi, mais il reste, pour la plupart des PO, la particularité de l'école, c'est aussi d'avoir des PO qui sont principalement des anciens étudiants. Donc qui restent très accessibles, que ce soit sur les différents réseaux de communication. Donc même s'ils sont seuls dans les locaux, ils ne sont pas totalement seuls parce qu'ils peuvent toujours interagir avec nous. Mais ça reste une bonne question. Pourquoi le jeudi ? Alors, je ne vais pas m'avancer pour l'administration de l'école, mais je pense qu'il y a évidemment une dimension économique, mais il y a aussi une volonté réelle de pouvoir faire en sorte que les étudiants apprennent à résoudre certaines difficultés par eux-mêmes. C'est pour ça que les 3 premiers jours, ils sont vraiment accompagnés pour leur donner toutes les bases nécessaires à l'accomplissement de ce projet. Et finalement, de se retrouver confrontés à un projet de la vie réelle
où justement on n'a pas tout le temps quelqu'un pour nous dire attention, il faut faire comme ça, ça ne va pas. Et pour faire en sorte que finalement ils aient une vraie représentation de ok, si j'avais eu ce vrai projet en entreprise, où est-ce que je pêche? Et c'est là où on va rentrer dans la phase de rétrospective, justement en essayant d'identifier qu'est-ce qui a bien fonctionné dans leur équipe en termes de communication, en termes d'investissement individuel et en termes de cohésion de groupe. Donc la journée du jeudi fait aussi partie de cet objectif. Il y a aussi un très bon point, enfin plusieurs bons points, mais un très bon point sur l'autonomie du jeudi, c'est sur la rigueur du travail que ça nous apprend. C'est que les projets qui nous sont donnés le mercredi matin sont pour le vendredi midi, donc on a 2 jours et demi dessus. C'est souvent des projets qui prennent 3 ou 4 jours de travail pour les finir complètement. Donc si on veut les finir et qu'on a besoin de travailler en étant surveillé, ça ne marchera pas. Donc le fait d'avoir le jeudi seul depuis le début des cours, aide en fait, où le jeudi on arrive tous à la même heure et on se coordonne entre nous pour arriver à l'heure, travailler ensemble et ne pas s'arrêter ou ne pas juste ne rien faire en profitant qu'il n'y ait personne pour nous surveiller. Et justement, donc ça, au fur et à mesure, ça nous a appris une bonne rigueur. Et donc pour ce projet, la plupart des semaines, les PO n'étaient pas présents énormément, donc ils étaient très disponibles en ligne si on avait des questions, mais ils étaient présents surtout les lundis et vendredis pour faire un point. Le reste du temps, on était en groupe de 20, on devait se coordonner entre nous et réussir à gérer ça entre nous. Et si on n'avait pas eu les jeudis en autonomie avant, je pense que ça aurait été une catastrophe. Oui. Du fait que le groupe soit à 21 justement, comment est-ce que l'organisation que vous aviez avait pu fonctionner? Alors c'était compliqué au début. Pour notre groupe, on avait eu un projet en fin de L1 où on était 10, on avait dû travailler ensemble. Donc ça nous a déjà aidé à avoir des bases. C'était un projet beaucoup plus petit, ça a duré une semaine. Et donc ça nous a aidé à avoir certaines bases en partant, en se disant bon bah de ce côté-là, il faut être rigoureux, etc. Après, on n'avait jamais vraiment eu de projet autant avec 7 groupes en travaillant ensemble. Et c'est donc vraiment en appliquant à la lettre la méthodologie agile et tout ce qu'on a pu apprendre pendant notre première et deuxième année et la manière dont on gérait nos semaines habituellement, ça nous a permis de réussir à rester globalement organisés. Donc on avait un daily chaque matin par groupe et ensuite les Scrum Masters de chaque groupe refaisaient un daily entre eux pour avoir l'avancement global du projet. Et c'est à ces moments-là qu'on reprécisait ce qu'on faisait. Et souvent, donc, pendant nos 3 semaines dédiées, on était tous en présentiel. Donc on naviguait un peu entre les groupes pour discuter, savoir quel groupe était en retard. Souvent, on avait des personnes qui changeaient de groupe pour aller rattraper le travail parce que certains projets, certaines features étaient trop avancées sur d'autres. Donc voilà. On va prendre une dernière question. Merci. Merci pour l'intervention déjà. Moi, j'ai peut-être pas bien compris, mais est-ce qu'il y a cette backlog, donc avec des thématiques, c'est des produits finalement, mais est-ce qu'au tout début, il y a quand même eu un objectif pour tous ces backlogs en commun? Est-ce que vous vous êtes dit, on veut, je sais pas, faire une plateforme qui partage des cours, qui permet de faire du ticketing? Est-ce qu'il y a eu ça qui a été défini au début, une espèce de produit global? Ouais, le produit global, j'en ai parlé au début de la présentation. En fait, la problématique de base, c'est qu'on s'était rendu compte que finalement, pour le bon fonctionnement de l'école, les étudiants, les PO, les pédagogues devaient interagir avec une multitude d'outils extérieurs disponibles sur le marché, ce qui faisait que finalement la poursuite pédagogique pouvait devenir rapidement compliquée parce que du coup il fallait attendre que les étudiants aient leur compte sur chaque plateforme, etc. Qu'il y ait une vraie communication très solide, que ce soit entre les PO, la pédago, pour vraiment assurer le bon fonctionnement. Donc l'idée, ça a vraiment été de construire une plateforme qui réponde aux besoins et au fonctionnement pur de l'école. Il n'y a pas eu d'idée de vouloir vendre le produit à l'extérieur parce que là, on a essayé vraiment de construire un produit qui réponde finalement à l'expérience et aux objectifs de cette école, qui peuvent être complètement différents dans une structure à côté. Ok. Et dans la foulée aussi, une autre petite question. Donc il y avait une transparence des backlogs, ça on l'a bien vu. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui s'assimile un peu à du PI planning, quelque chose qui fait que tous les mois vous vous réunissiez
tous les responsables de chaque, enfin toutes les équipes, hein, pour se dire où on en est, est-ce qu'il y a des dépendances, qu'est-ce qu'on va faire pour plus tard? Ouais. Alors, il y a eu ce genre de notion, notamment dans les 3 semaines où les étudiants étaient forcément ensemble dans les locaux à 100% sur ces sujets. Donc, notamment avec mon intervention où, en début de semaine, on refaisait un point avec toutes les équipes pour savoir où on en était, qu'est-ce qu'on se donnait comme objectif sur les prochaines journées, et en refaisant le point en fin de semaine pour s'assurer que finalement on était toujours dans ce qui avait été prévu au début en termes d'estimation. Ok, merci beaucoup. Encore un grand merci à François et Célian pour cette conférence. Merci à vous vous. aurez l'occasion de rencontrer François et Célian à l'occasion des pauses si vous avez d'autres questions qui n'ont pas été posées malheureusement. Très belle journée à tous et très belle conférence.